Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Nous sommes le 6 juin 2022. Au sommaire de cette édition, ils vendent leurs plantations avant la récolte. Certains habitants de la commune Wusoni fuient aussi vers les communes voisines pour survivre. Nous nous rendrons dans la province Kirundo au cours du journal. Et la propagation de la Covid-19 à grande échelle s'observe dans la commune Vumbi. Dans un intervalle de 48 heures seulement, une quarantaine d'habitants a été testée positive. Nous allons également en parler. Et la résistance pour un état de droit ne comprend pas pourquoi les organisations régionales et internationales tardent à trouver une solution politique à la crise burundaise. C'est l'objectif qui s'était pourtant fixé, indique ce mouvement rebelle dans un communiqué dont vous suivrez les détails tout à l'heure. C'est tout pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Page sécurité pour commencer. Environ 300 Imbonerakure venus des provinces Bujumbura, Bubanza et Cibitoke se sont rassemblés depuis hier soir au stade de la commune Buganda. Nous sommes dans la province Cibitoke. Les habitants de cette commune révèlent que ces militants du CNDD-FDD ont démarré aujourd'hui des entraînements paramilitaires. Notre source dit ne pas comprendre la finalité de ces activités qui font peur à la population. baje bava muri Bujumbura, Bubanza hamwe na Cibitoke. Bajejo vers Makenze bashikira ngaha kuri stade ya Buganda. Niho twababonye. Ils sont venus de Bujumbura, Bubanza et Cibitoke. Ils sont arrivés hier vers 15h et sont rassemblés ici au stade de Buganda. Ils font de bruit pendant la nuit. Ils sont composés de filles et garçons. Certains portent la tenue de leur parti et bottines militaires. Les travaux théoriques se passent dans leur permanence du parti au niveau communal et la pratique se fait au stade où ils sont rassemblés. Et c'est à cet endroit qu'ils dorment. Le matin, ils font des entraînements paramilitaires dans ce stade. On leur a donné des carnets pour prendre des notes. Seulement, nous sommes très scandalisés. Nous avons peur suite à ces entraînements paramilitaires et ces bruits qu'ils font pendant la nuit. Voilà, c'est un habitant de Buganda de la province Cibitoke, la province frontalière avec la République démocratique du Congo, le pays dans lequel il y a certaines bases du mouvement rebelle burundais Red Tabara, le mouvement qui estime qu'il partage le même point de vue avec les Nations Unies quant aux besoins de l'implication régionale pour trouver une solution politique à la crise burundaise. C'est une réaction à la récente déclaration présidentielle du Conseil de sécurité qui exhortait les groupes armés étrangers dont Red Tabara à déposer les armes et à quitter immédiatement la RDC. Eloge Divin Remesha nous en dit plus. Dans son communiqué sorti ce lundi, le mouvement Red Tabara indique avoir le même point de vue que le Conseil de sécurité des Nations Unies en ce qui est de l'élimination de la menace sécuritaire des groupes armés étrangers basés à l'est de la RDC. Dans sa récente déclaration, le Conseil de sécurité des Nations Unies dit qu'il y a des actions qui doivent être menées pour aboutir à l'objectif. C'est entre autres une approche intégrée à l'échelle régionale, une forte volonté politique ainsi que la mise en œuvre des mesures non militaires. La Red Tabara précise qu'il a toujours demandé aux organisations internationales et régionales, en l'occurrence l'ONU, l'EAC et la CIRGL, de mettre en application leurs déclarations de principe sur le cas du Burundi. Mais pour ce mouvement, ces organisations n'ont pas influencé le régime CNDD-FDD pour qu'il accepte la cohabitation politique en général. La Red Tabara est revenue sur ces revendications qu'elle juge claires et sans ambiguïté. La réhabilitation de l'accord d'Arusha et les négociations inclusives qui mèneraient aux élections démocratiques, telles sont les revendications évoquées par la Red Tabara dans son communiqué. Pour ce qui est de la volonté politique que le Conseil de sécurité recommande, ce mouvement dit que cette volonté semble absente chez ceux qui peuvent aider à trouver les solutions. À titre explicatif, la Red Tabara dit ne pas comprendre ce qu'il prend comme de l'inaptitude de l'ONU, de l'Union africaine et de l'EAC à honorer leurs engagements par rapport à l'accord d'Arusha
d'achat dont ils sont les garants. Pour clore la page sécurité, la rédaction de la RPA a pu répertorier 2 cas d'assassinat dans la commune Nyanzalak de la province Makamba au cours de la semaine écoulée. Il s'agit d'un homme qui n'a pas été identifié. Son corps a été découvert dans un champ sur la colline Wukeye dans la localité de Kiziba. C'était lundi dernier. Selon nos sources sur la colline Wukeye, la victime aurait été tuée ailleurs et son corps jeté à cet endroit. La seconde personne tuée en commune Nyanzalak est également un homme qui n'a pas été non plus identifié. Son corps a été découvert dans la rivière Nyakabando sur la colline et zone Muyange. C'était mardi dernier. Selon nos sources à Muyange, la victime aurait été tuée ailleurs puis jetée à cet endroit. Les administratifs en commune Nyanzalak ont aussitôt ordonné l'enterrement de ces 2 corps sans aucune enquête. Dans un instant, nous abordons la page société. Un homme d'une 40aine d'années en province Cibitoke est soupçonné de s'impliquer dans des actes de vagabondage sexuel avec des mineurs. L'exemple le plus récent est celle d'une fille de 14 ans qui aurait abandonné l'école à cause de cet homme en question. Le point avec Danny Claire, il la trouve. Il répond au nom de Dieudonné Mwafrika, il est laboranté à l'hôpital Cibitoke. Depuis le début de la semaine dernière, il est recherché par un mandat. Il est présumé responsable des actes sexuels avec une fillette de 14 ans. Selon des informations en provenance de Cibitoke, la fillette étudiait en 7e et à un certain moment passait plus de 2 semaines sans que personne à la maison ne sache où elle était. Selon nos sources, ce n'était pas après qu'il a été connu que la fillette avait été cachée par Mwafrika. Cette fillette, qui a abandonné l'école depuis un certain temps, aurait révélé à la famille que Mwafrika planifiait de louer une maison pour elle, histoire de la faire une 2e femme. Mais, en attendant la location de la maison, la fillette a indiqué qu'elle se voyait avec Mwafrika dans des guest houses, soit en commune Luganda ou en commune Lugombo. Ceci est décrié par des parents qui estiment de telles maisons ne devraient pas accepter des mineurs. Des informations en provenance de Lugombo indiquent que le présumé auteur a tenté d'étouffer l'affaire en proposant de l'argent à la famille de la fillette, mais en vain. Il aurait par la suite procédé à des intimidations verbales via des messagers. Mwafrika aurait cette habitude de satisfaire ses désirs sexuels avec des mineurs, du moins selon des informations concordantes. La rédaction de la RPA a essayé d'entrer en contact avec Dieudonné Mwafrika sans y parvenir. Il se serait caché, selon sources à Cibitoke. La rédaction n'a pas également encore pu joindre le procureur de la République à Cibitoke. Cependant, l'expertise médicale aurait confirmé que la fillette n'est plus vierge. Je vous le disais dans le titre, la famine et la pauvreté qui s'observent au sein de la population de Busoni fait que les habitants de cette commune de la province Kirundo vendent avant terme leurs jeunes plantations pour pouvoir s'en nourrir. On signale qu'il y a d'autres personnes qui préfèrent quitter cette commune pour aller chercher comment vivre dans les communes voisines. Les détails avec Eric Nyonzima. Les zones qui sont plus touchées par la famine sont Gisenyi Gatare de la commune Busoni ainsi que la localité dite Rugasa de la commune Bugabira. Selon notre source à Kirundo, le premier signe qui témoigne l'existence de la famine en province Kirundo a été l'exonération par les autorités de tous les produits alimentaires qui transitent sur la bifurcation Kirundo-Muyinga vers le marché de Bugabira. Dans les communes Kirundo et Mega, les citoyens optent pour la vente de leurs champs de culture alors qu'ils n'ont pas encore atteint la période de la récolte afin de se procurer de quoi manger. Selon toujours les informations en provenance de ces communes, il y aurait des personnes récemment rapatriées qui ont préféré encore une fois prendre le chemin de l'exil clandestinement, mais cette fois-ci à cause de la famine. Ainsi, les habitants de la commune Busoni, qui est d'ailleurs plus frappée par la famine par rapport aux autres, se réfugient dans les communes Bwambarangwe et Vumbi, où ils croient pouvoir trouver de quoi vivre. C'est la famine et la pauvreté qui hantent également la plupart d'étudiants de l'université du Burundi. Les conséquences s'observent au niveau psychologique et social. Bienvenue Ndouayo, psychologue, fait savoir aussi que la situation de ces étudiants peut s'aggraver en les poussant à présenter des comportements inattendus. Il demande au gouvernement de trouver la solution à ce problème. Suivez Bienvenue Ndouayo.
Les étudiants doivent utiliser beaucoup d'efforts psychologiques, un effort mental pour bien assimiler la matière, pour bien préparer l'examen, pour permettre une bonne consolidation de la matière acquise. Un étudiant pour bien assimiler la matière et pour bien réussir ses examens, il doit avoir un esprit posé, concentré sur la matière principale qui est les études. Selon des recherches qui ont été faites, quand on a faim, cela entraîne la production d'une hormone qu'on appelle cortisol, qui est une hormone de stress. La personne passe de l'agréable au désagréable. Il y a un changement d'humeur. Il y a aussi des effets psychosociaux, car l'étudiant trouve qu'il ne peut pas s'acheter les besoins dont il a besoin. Il va recourir à des voies déloyales pour satisfaire les autres besoins. Un étudiant qui trouve que la chance qu'il avait eue de terminer l'école primaire puis l'école secondaire et que maintenant il est à l'université, il commençait à voir à l'horizon un avenir meilleur, mais qu'il sera peut-être obligé d'abandonner ses études. Faute de moyens, cela va entraîner une frustration chez la plupart de ces étudiants qui peuvent manifester des comportements non souhaités. Les responsables de l'université et de l'enseignement en général doivent se pencher sur cette question pour essayer de trouver des solutions durables. De toute façon, l'université du Burundi est très importante pour le pays, que des efforts doivent être conjugués pour redonner la valeur et l'honneur de cette université. Rappelons que le psychologue Bienvenu Ndouayo réagit quelques jours après des grognes des étudiants de l'université du Burundi à cause de la famine et l'absence prolongée du prêt-bourse. Dans un instant, nous parlons gouvernance. Aujourd'hui, il y a eu nomination de 3 nouveaux membres de la commission Vérité et Réconciliation. Il s'agit de l'ambassadeur Stella Wudiringanya en remplacement de Léonce Ngabo, ambassadeur Laurent Kavakure en remplacement de Deo Hakizimana, ainsi que la nomination d'Abdallah Kajandi Sadiki qui remplace Ramadan Karenga. Tous les 3 avaient récemment été approuvés par l'Assemblée nationale. Et le gouvernement du Burundi continue de marcher sur le chemin glissant du verrouillage de l'espace civique malgré les appels incessants des organisations de défense des droits de l'homme. C'est du moins la réaction de la CBDDH contenue dans son rapport trimestriel rendu public aujourd'hui. Cette organisation de défense des droits humains précise qu'il n'y aura pas la paix au Burundi tant que le gouvernement continue à prendre des décisions injustes et à procéder par le harcèlement des organisations de défense des droits humains pour faire taire toute voix critique. Suivez plutôt Léon Nakiruta, il est chargé de la communication au sein de la CBDDH. La période dont couvre le rapport a été caractérisée par des faits et a tendance à restreindre l'espace civique, tels que les critiques et rejets du rapport annuel de la CNIDH par le président du Parlement. C'était lors de la présentation du rapport annuel de la CNIDH où le président du Parlement a qualifié le rapport de la CNDH de modique. Il l'a jugé de déséquilibré, alors que de l'autre côté, la primature a jugé le rapport d'équilibré et a dit que tous les organes de l'État devraient respecter le travail de la CNDH. Alors, on s'imagine si réellement le président du Parlement a lu l'article 2 de la loi portant création de la CNIDH, qui stipule que dans son fonctionnement, la commission n'est soumise qu'à la loi. En vue de préserver son indépendance et sa crédibilité, aucun organe étatique ne peut lui donner des injonctions dans l'accomplissement de ses missions. Le rapport également est revenu sur le harcèlement des ONG, ASBL, médias et toute voix dissonante. Vous avez constaté que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et du Développement a pris une mesure unilatérale d'interdire la circulation des véhicules à 3 roues, à 2 roues, les motos, les tuk-tuk, les vélos, utilisés comme moyen de transport public au Burundi dans les quartiers du centre urbain de la mairie de Bujumbura. Je voulais revenir sur le fait que cette mesure a eu un impact négatif à plus de 20 000 transportateurs et la mesure a été prise unilatéralement alors que l'association des transportateurs avait émis le souhait de dialoguer avec le gouvernement pour minimiser l'impact de cette mesure. Ensuite,
il y a un climat d'intimidation des organisations de la société civile qui œuvrent au Burundi. Vous avez constaté qu'en date du 14 mars 2020, l'ORICOM et PARSEM ont organisé une conférence de presse qui n'a pas eu lieu car a été interrompue par les forces de l'ordre sans réseau. Ceci viole l'article 31 de la Constitution qui stipule que la liberté d'expression est garantie. L'État respecte la liberté de religion, de pensée, de conscience et d'opinion. La CBDDH s'insurge également contre le projet de promulgation d'une loi sanctionnant ceux qui nient l'existence d'un génocide des Hutus en 1972 au Burundi, un projet qui a été dévoilé par le président de la CVR au cours d'une campagne de sensibilisation sur les travaux de cette commission qui a été organisée au grand séminaire de Gitega le 12 mars dernier. Le rapport également est revenu sur l'intention ou le souhait qui a été émis par la Commission Vérité et Réconciliation d'élaborer une loi répressive pour taire les critiques de son travail. Les membres de la Commission Vérité et Réconciliation ont organisé une campagne de sensibilisation sur les travaux de la sévère au grand séminaire de Gitega en date du 12 mars 2022. Au cours de cette séance, le président de la sévère a dévoilé un projet de promulgation d'une loi sanctionnant les négationnistes du génocide des Hutus de 1972. Alors, j'aimerais vous dire que d'abord la Commission Vérité et Réconciliation a été mise en place en violation de l'article 6 de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation, qui stipulait qu'en ce qui concerne la qualification, l'établissement des responsabilités doit être fait par une commission d'enquête judiciaire internationale. Mais la commission n'a pas eu lieu et le gouvernement a toujours eu sourd d'oreille quand on parlait de la mise en place de cette commission. Aussi, il y a d'autres périodes où le Burundi a subi des actes similaires. Je reviens notamment sur la crise qui a secoué le Burundi en 1993. Ou même le rapport de la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi a précisé que des actes de génocide ont été perpétrés contre la minorité Tutsi au Burundi en octobre 1993. Malgré tout ça, la commission Vérité et Réconciliation n'a rien dit par rapport à d'autres périodes qui ont endeuillé le Burundi. Et aussi, on s'imagine un gouvernement qui est accusé de crimes contre l'humanité par la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi dans son rapport de 2017. On s'imagine si réellement une telle commission peut faire un travail équitable, un travail qui vise la réconciliation du peuple burundi, alors que le gouvernement qui sert est épinglé par la commission d'enquête des crimes contre l'humanité. Pour clore cette édition, plus de 40 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés au cours de 48 heures seulement dans le district sanitaire de Vumbi en province Kirundo. Ceci est mentionné dans le rapport publié le 4 mai 2022 par le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Le district sanitaire de Vumbi est menacé par la flambée de cette pandémie depuis le début du mois d'avril, même si les informations en provenance de cette localité indiquent que le gouvernement ne fait rien pour empêcher la propagation de cette maladie dans le pays. Le point avec Josiane Mouzanez. 44 personnes ont été testées positives à la Covid-19 sur 439 tests effectués dans le district sanitaire de Vumbi du 2 au 3 de ce mois de juin en cours, selon ce rapport du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Dans cette période de 48 heures, 76 personnes ont été testées positives à la Covid-19 dans 24 districts sanitaires sur les 49 que compte tout le pays. Parmi ces personnes testées positives à la Covid-19, ce rapport précise que 62 sont des contaminations locales, 4 autres étant des voyageurs venus de l'étranger. Également, ce rapport indique que 46 de ces nouveaux cas positifs sont des agents de la santé. Cependant, même si dans ce rapport, le ministère de la Santé publique confirme que le district sanitaire de Vumbi, situé en province Kirundo, est menacé par une flambée de cette pandémie depuis le 18 avril 2022, à voir l'effectif des cas positifs qui n'a cessé d'augmenter, nos sources dans ce district affirment que le gouvernement n'a rien fait jusqu'à présent pour stopper la propagation de cette pandémie. Vous saurez que seules 28 199 personnes ont déjà été vaccinées contre la Covid-19, dont 13 811 l'ont été complètement. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 6 juin 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Émile Nibassoumba, j'étais à la présentation. Au revoir.